Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors jusqu'en juin dernier, vous étiez député maire de Bègles, mais vous êtes surtout un militant de l'écologie. Vous avez d'ailleurs porté haut les couleurs des Verts à l'élection présidentielle en 2002, mais plus qu'un militant écolo, vous êtes un militant pour les droits. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui Noël Mamère? Bon, je n'ai pas de regard particulier. Ce que je souhaiterais, c'est que le regard que portent les écologistes sur le monde soit plus intégré dans les politiques publiques. Je pense que les écologistes ont fait beaucoup d'erreurs, qu'ils sont les principaux responsables de leur silence et de leur mise à l'écart, et que pourtant jamais la crise écologique n'a été aussi urgente devant nous. C'est même une question de survie pour l'humanité, même si je ne veux pas sombrer et me transformer en Cassandre. Mais je pense qu'en effet, les conséquences de cette crise écologique sont telles au plan de la biodiversité comme au plan social et économique et au plan des droits, qu'on ne peut pas imaginer dans les années qui viennent que les écologistes ne retrouvent pas une place dans les réponses à apporter. Ils ne peuvent pas les apporter seuls. C'est la raison pour laquelle maintenant, il faut travailler à des coalitions avec ceux qui, dans la gauche, ont intégré la problématique de l'écologie. Je pense à Benoît Hamon ou à Jean-Luc Mélenchon, même si nous ne sommes pas d'accord avec Jean-Luc sur un certain nombre de ses orientations politiques. Donc mon regard aujourd'hui, c'est le regard d'un homme qui a malheureusement le sentiment qu'on est un petit peu dans le déni, que l'on avance en chantant vers le mur. Qui défend l'écologie aujourd'hui alors? Je pensais que Nicolas Hulot aurait pu la défendre au gouvernement, mais j'ai la preuve, qui ne m'étonne pas d'ailleurs, qu'il y a une incompatibilité entre une politique néolibérale et l'écologie. L'écologie, c'est le partage, l'écologie, c'est la lutte contre les inégalités, l'écologie, c'est le sentiment qu'il y a sur cette planète des gens qui sont vulnérables et d'autres qui sont protégés, et qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, les derniers renoncements de Nicolas Hulot que l'on a envoyé au charbon, pardonnez-moi cette expression en la circonstance, pour renoncer à... Il se dit fier, pourtant lui, il se dit fier de certaines Oui, avancées, mais c'est sa le défense, mais je pense qu'il a été... C'est le glyphosate, pour l'instant, il est fier de quoi? Bruxelles n'a pas pris de décision. Non, mais il a l'air de dire que les 3 ans, c'est un compromis, c'est ça la politique aussi, c'est du compromis. Vous savez qu'en politique, on dit que les mots n'ont pas de sens, qu'ils n'ont que des usages. Mais les mots ont un sens. Entre renouvellement du glyphosate pour 3 ans et extension, il y a une très grande différence pour les gens de Bruxelles. Renouvellement, ça veut dire que dans 3 ans, on pourra encore revenir. Extension, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, c'est fini. Je n'ai pas entendu le mot extension dans la bouche de Nicolas Hulot, par exemple. Il est utile quand même au gouvernement, Nicolas Hulot, ou est-ce que vous... Je crains malheureusement qu'il serve de caution, finalement. Nous pensions qu'il pouvait être un rempart. On s'est aperçu que ce rempart n'était rien d'autre qu'un château de sable qui est en train de tomber chaque jour un petit peu plus. Je le regrette d'ailleurs beaucoup pour Nicolas Hulot qui perd de sa légitimité et de ce qui faisait sa crédibilité auprès des Français. Mais à force de renoncement et de recul, il finira par sombrer avec eux. On l'a vu à Bure notamment, il était quand même contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Aujourd'hui, il explique qu'il y est favorable. Ça fait partie des enjeux, écoutez, des Nicolas négociations. Hulot, malheureusement, on pensait qu'il n'était pas comme les autres hommes politiques et que face à la réalité, il pouvait opposer ses valeurs et ce qu'il défend depuis longtemps avec sa fondation et à titre personnel. Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas changer les politiques quand on est seul, le seul écolo d'un gouvernement qui ne l'est pas. Alors Angelo Roncalli, aujourd'hui, vous adresse une question sur Twitter. Il vous demande si vous avez des informations sur l'incident nucléaire russe. Alors il semblerait que le nuage radioactif qui a traversé la France ne soit pas un danger pour les Français. Vous êtes inquiet? Si on ne sait pas ce qui s'est passé en Russie, ça veut dire que le système russe reste aussi opaque et l'omerta aussi grande qu'à l'époque de l'Union soviétique, et qu'il y a une continuité et que nous avons la preuve, encore une fois, en Russie comme ailleurs, même en France, que le nucléaire est fondé sur le secret, parce que le nucléaire civil n'est que le prolongement du nucléaire militaire, et que donc il est fondé sur le secret et la protection. Autre sujet d'actualité, la une de Charlie Hebdo qui a fait réagir à peu près toute la classe politique et médiatique. Vous avez signé une tribune pour soutenir Mediapart et ses salariés, à laquelle Regard d'ailleurs s'est associé. Vous écrivez « Il semble bien que nous soyons confrontés ici à une campagne politique qui, loin de défendre la cause des femmes, la manipule pour imposer à notre pays un agenda délétère, fait de haine et de peur. » Comment vous expliquez ce climat nauséabond en ce moment? Ce climat nauséabond, il ne date pas d'aujourd'hui.
J'ai écrit avec Patrick Farbiaz il y a déjà 2 ans, non, j'ai écrit 2 bouquins qui montrent bien dans quelle atmosphère nous sommes. Le premier qui s'appelait Contre Zemmour, réponse au suicide français, et le second qui s'appelait Contre Valls, réponse aux néoconservateurs. Vous voyez bien que Valls est en train de se réveiller d'ailleurs, et accompagné des mêmes. Donc cette montée du néoconservatisme, cette victoire finalement de ceux qui ont commencé dès 1968 avec le Grèce, à essayer de faire triompher culturellement les idées de la droite ou de la droite sur un certain nombre de sujets, elles sont en train de gagner, elles gagnent d'autant plus facilement que nous sommes dans des sociétés qui se sentent très fragiles. Je pense en particulier au terrorisme. Nous parlons aujourd'hui à 2 ans du 13 novembre et du massacre du Bataclan. Et qu'il y a malheureusement beaucoup trop d'hommes politiques, y compris à gauche, à commencer par Valls, qui jouent sur cette peur qui est finalement assez naturelle. Or, le principe, la force d'une démocratie, c'est pas de jouer sur la peur. C'est-à-dire que la démocratie est le meilleur rempart contre tous ceux qui veulent la détruire. Et de ce point de vue, nous devrions regarder plutôt du côté de la Norvège, après le massacre d'Utøya, où le Premier ministre a dit nous gardons notre cadre démocratique. Regardez dans combien de temps nous sommes restés dans l'état d'urgence. Nous n'étions que 6 députés en novembre 2014 à voter contre le prolongement la prolongation de l'état d'urgence, sachant que ça durerait. Regardez ce qui se passe. Nous avons maintenant une dernière loi, je crois que c'est la 10e, qui prétend lutter contre le terrorisme et qui n'est rien d'autre que le transfert dans le droit commun de dispositions d'exception. C'est donc un recul des libertés, d'une certaine manière, une victoire pour les terroristes. Un autre sujet qui concerne les médias, vous avez signé un autre texte, c'est le manifeste pour un média citoyen. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette aventure, Noël Mamère ? Bon, j'étais contacté par Gérard Miller, que je connais bien. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est assez simple. C'est que je pense que mon rôle aujourd'hui, maintenant que je suis dans la transmission, que j'ai transmis mes responsabilités électives au nom du renouvellement politique, parce que je sais que la politique est une drogue dure, donc il faut savoir s'arracher la perf au bon moment avant de devenir pathétique, et puis parce que c'est une nécessité démocratique. Mais je pense que quelqu'un comme moi aujourd'hui doit être une sorte de passerelle entre cette gauche qui est incarnée par Benoît Hamon, avec lequel je travaille aussi, et qui est d'ailleurs plus proche de la conception qu'ont les écologistes du monde et en particulier de l'Europe, et puis de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on ne reconstruira pas la gauche et l'écologie en s'interdisant de discuter avec la France Insoumise et de discuter avec les amis de Benoît Hamon. On sait que l'un des projets phares de Le Média, c'est de réaliser un 20h, vous pourriez reprendre du service ? Alors je connais bien Aude Rossigneux qui en est la rédactrice en chef, j'ai été présent le soir du lancement de ce média citoyen. Elle m'a dit comme ça, entre deux portes, si je puis m'exprimer ainsi, est-ce que tu serais prêt à faire des chroniques dans le 20h ? Oui, pourquoi pas, oui. Alors cette semaine devrait être marquée aussi par les luttes sociales et pourtant personne n'en parle. Mercredi, il y a une journée d'action à l'appel de plusieurs syndicats pour défendre les intérêts des salariés du public et du privé. Ce samedi aussi, une marche est organisée à l'appel du Front social pour le retrait des ordonnances. Pourquoi ça ne prend pas, Noël Mamère ? Alors, il y a quand même une sacrée volonté de la part du président de la République actuel, M. Macron, d'effacer les syndicats. Ça me rappelle d'ailleurs d'une autre manière, mais c'est pas si loin, ce qu'avait dit Sarkozy peu après son élection en 2007. Souvenez-vous de cette déclaration à la tribune d'une je ne sais plus quelle réunion où il avait dit quand les gens sont en grève, on ne s'en aperçoit pas. Et on est malheureusement dans un cycle où on essaie de supprimer petit à petit, le plus possible, les corps intermédiaires, qui sont pourtant les rouages essentiels de la démocratie. Puis c'est la marque d'un affaiblissement des syndicats. Quand il y a 8 syndiqués en Allemagne, il y en a un en France. Ça doit beaucoup nous interpeller. Et en plus, comme les gens se sentent fragilisés parce que la gauche n'a jamais réussi, après l'abandon de la lutte des classes, n'a jamais réussi à interroger la question du précariat, et qu'elle n'a jamais apporté de réponse sur ce sujet-là, bien au contraire, souvenez-vous du rapport qui avait été fait pour le think tank, je vais retrouver son nom, le think tank de la gauche, Terra Nova, qui disait que finalement il
on peut faire passer par profits et pertes ce qui reste d'ouvriers et finalement de gens précaires. Voilà, le résultat, il est là. C'est quoi l'urgence alors tout de suite maintenant à gauche? Vous parliez tout à l'heure dans les l'urgence de la gauche, c'est de rassembler tout le monde. L'urgence de la gauche, c'est d'abord de se réconcilier avec la société et de se réconcilier avec ceux qui ont le sentiment d'avoir été abandonnés, méprisés et trahis. Ce sera un travail beaucoup plus long qu'on ne l'imagine. Moi, je pense que la vie politique française ne peut pas se résumer à un affrontement entre Macron et Mélenchon, qu'il y a un espace politique entre les deux, que c'est cet espace-là que nous devons réoccuper, notamment les écologistes et toute une partie de la gauche, et puis les écologistes, pour ce qui est de leur travail, doivent aller se réconcilier avec ceux qui, on le voit un peu partout en France, mènent des initiatives qui vont dans le sens de ce qu'on appelle un autre monde, mais qui aujourd'hui sont isolés et qui ne veulent surtout pas entendre parler de politique. Il faut quand même leur expliquer que ce n'est pas la somme des petites actions qui va transformer le monde et transformer la société. Il faut une formalisation politique. Voilà, c'est ça qu'il faut trouver aujourd'hui. Alors je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un homme de combat, de lutte, mais vous êtes aussi battu pour le droit des homosexuels en France. Antoine Poulain vous a interpellé sur Twitter, il vous demande s'il est possible de débattre aujourd'hui de la GPA et aussi de la PMA sans que le sujet soit confisqué par les seuls conservateurs. Là encore, sur la PMA, le gouvernement semble vouloir reculer d'ailleurs. Oui, sur la PMA, je pensais que la question était réglée. On fonctionne dans l'hypocrisie, c'est pas la première fois que je le dis, vous l'avez sans doute entendu de ma part souvent, puisque on utilise la PMA pour lutter contre la stérilité, ou en tout cas dans la situation de couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc on interdit à des femmes homosexuelles qui veulent avoir des enfants. C'est une hypocrisie totale. En plus on les oblige à aller ailleurs, dans un autre pays. Donc ça veut dire que cette question qui a soulevé tant de manifestations, pas simplement la PMA, mais le mariage de personnes de même sexe, reste encore très passionnelle et très marquée finalement par l'impérium de la religion qui ne dit pas son nom. Et la gauche est encore hésitante aussi. C'est la morale qui prime le droit. Et c'est vous aviez dit très gentiment que j'étais aussi un militant de l'égalité des droits. Oui, c'est la raison pour laquelle, à la demande du collectif du Manifeste pour l'égalité des droits, j'ai célébré ce mariage en juin 2004. Et je ne le regrette pas une seconde, bien évidemment. Je regrette qu'on ait mis si longtemps avant que ça devienne une loi. Mais la question de la PMA, la question de la GPA, c'est d'abord une question de droit, avant d'être une question morale. Et c'est vrai que le débat a été confisqué par les conservateurs et que c'est largement la faute de la gauche de l'avoir laissé prendre ce débat voler ce débat par les conservateurs. Et donc je crains que malheureusement nous mettions encore beaucoup de... Enfin la PMA, ça finira par arriver, Macron temporise, mais ça sera voté évidemment. Quant à la GPA, ça sera beaucoup plus long. Vendredi, nous recevions Naomi Klein. Elle vous a posé une question. Elle vous demande si vous croyez que les femmes et les hommes politiques aujourd'hui européens sont à la hauteur de la crise migratoire. Entre-temps, un journal allemand a publié ce week-end la liste des 33 293 migrants morts en essayant de rejoindre l'Europe. C'est une évidence que nous sommes là encore dans la politique de Ponce Pilate. On ne veut pas savoir. Alors on sait pour les 32 000, mais on ne veut pas regarder ce qui va se passer. 32 000, c'est une goutte d'eau dans l'océan des migrations. Si on y intègre la question des réfugiés climatiques. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, il y a 3 fois plus de réfugiés climatiques que de réfugiés liés à des questions provoquées par les guerres et les conflits. Donc nous sommes à la veille de migrations beaucoup plus importantes et nous n'y sommes pas préparés. Et donc de ce point de vue, on peut dire que, encore une fois, nous sommes dans la politique du déni. Et je réfléchis beaucoup à ce sujet parce que je me dis qu'il y a quelque chose à écrire sur le déni dans nos sociétés modernes. Alors une dernière question, Noël Mamère, sur l'Europe justement. L'élection européenne sera la prochaine échéance électorale depuis la présidentielle. La gauche pourrait être très largement divisée à cette élection. Quel est votre message, Noël Mamère ? À quoi appelez-vous ? Je voudrais simplement dire à ceux qui nous regardent et qui peut-être sont tentés par le fameux plan B de Jean-Luc Mélenchon ou finalement un retrait de l'Europe que ce serait la pire des choses. Qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a qu'un seul plan, c'est refonder l'Europe. L'Europe, elle nous a protégés
de conflits mondiaux pendant 50 ans. L'Europe, contrairement à ce qu'on dit, elle a réussi, elle a permis un certain nombre de progrès, je pense notamment à l'écologie, mais pas simplement. La Cour européenne des droits de l'homme est un progrès manifeste en matière de droit. Mais l'Europe aujourd'hui, elle est tellement soumise à la logique néolibérale, aux lobbies, aux puissances financières, qu'elle est devenue le contraire de ce qu'elle prétendait défendre. Et donc c'est à ça qu'il faut maintenant, c'est là-dessus qu'il faut se battre. Et comment se battre? En rendant cette Europe et les institutions européennes beaucoup plus citoyennes. C'est la raison pour laquelle les écologistes, depuis 40 ans maintenant, plaident pour une Europe fédérale qui s'impose aux souverainetés nationales sur un certain nombre de sujets. Nous n'aurions pas été obligés, par exemple, de faire appel aux Américains lorsque a eu lieu la guerre du Kosovo qui se passait sur le théâtre du territoire européen. Nous n'avons pas de politique étrangère commune, nous n'avons pas de politique de défense commune, nous n'avons pas de politique fiscale commune, nous n'avons pas réellement de politique environnementale commune, nous n'avons pas de politique de l'énergie commune. C'est à ça qu'il faut travailler. Merci beaucoup Noël Mamère. Demain, nous rendrons hommage à un grand homme, un homme de lutte, un homme de combat, un homme de culture aussi, un homme rare. Jacques Ralite nous a quittés hier. Pour en parler, je recevrai l'un de ses plus proches compagnons de route, le professeur Yves Clos. Vous avez une question pour lui, Noël Mamère? D'abord, j'ai beaucoup de peine de la disparition de Jacques Ralite, que j'ai croisé souvent, que j'ai admiré, notamment dans tout ce qu'il a fait pour la culture. Avec lequel j'ai combattu d'ailleurs, puisque j'avais créé dans les années 2003, lors de la première crise des intermittents, avec mon collègue de l'époque, Étienne Pinte, qui était député maire de Versailles, le comité de suivi des intermittents, qui a beaucoup œuvré pour que ce statut soit protégé. Et donc, ce que je voudrais dire à Yves Clos, c'est lui dire, pensez-vous qu'aujourd'hui, il existe dans le personnel politique français des hommes ou des femmes de la trempe de Jacques Ralite susceptibles de nous passionner pour la culture. Et nous passionner pour la culture, c'est nous passionner pour la démocratie, car quand on sait s'exprimer, quand on sait dire ce qu'on a dans le ventre, on retrouve l'estime de soi et donc l'estime des autres aussi. Merci, on lui transmettra la question.